Alors je suis sur le plateau de la Web TV Salon CE avec nos partenaires Aesio, Up et la NVO et Elfrich. Et je reçois Luc Beryl. Luc Beryl, bonjour. Bonjour. Et merci pour cette fidélité au plateau télé Salon CE. Mais quand on m'invite, je viens toujours pour avoir des tribunes sociales. Alors, il y a un contexte particulier en ce moment, élection présidentielle. À quoi êtes-vous particulièrement attentif dans les programmes des candidats ? Comme organisation syndicale, évidemment, ce sont d'abord les questions sociales qui nous préoccupent. L'UNSA a interpellé les principaux candidats démocrates à l'élection présidentielle sur 5 grands thèmes. D'abord, les questions de démocratie sociale. On a besoin d'engagement des candidats sur cette question-là. La démocratie en France, elle a besoin d'être complète, c'est d'avoir son volet politique, mais aussi son volet social. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de propositions de certains candidats qui m'inquiètent, notamment de remise en cause du cadre représentatif de la démocratie sociale. Nous les interpellons aussi évidemment sur les questions d'économie et d'emploi, c'est fondamental, c'est la question des questions en France aujourd'hui. Nous avons aussi une inquiétude sur la question de la protection sociale. Là aussi, certains candidats font des propositions graves qui nous inquiètent. Dernier volet, la question des services publics, dont nous pensons, nous, qu'ils sont fondamentaux pour la France, comme un élément de compétitivité d'ailleurs de notre pays, mais aussi d'accès aux droits pour tous nos citoyens. C'est une conception de la société. Et puis le dernier sujet pour nous, c'est la question européenne. Elle est fondamentale. Nous sommes définitivement entrés dans la mondialisation. Et à l'UNSA, nous sommes des Européens farouches. Et nous sommes farouchement pour le développement de l'Europe sociale qui en a bien besoin. Alors il y a un mouvement qui a commencé du temps où François Fillon était ministre du Travail, qui est la réforme du Code du travail, et puis qui n'a pas cessé. Tous les ministres du Travail qui sont passés ont soit réécrit, soit réformé, soit allégé, ont simplifié le Code du travail. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer dans ce mouvement? Et est-ce que vous attendez d'un prochain gouvernement qu'il continue à retoucher celui des 56 codes qu'on a en France, parce qu'on en a 56, qui a le plus été retouché depuis 2002? Alors d'abord, la retouche du Code du travail n'a pas commencé avec François Fillon. Il y a bien avant d'autres modifications du Code du travail qui sont intervenues, certaines positives. Je pense, dans la foulée du mouvement de 68, à la création de la section syndicale d'entreprise, par exemple, qui est quand même fondamentale, les lois Auroux, etc., les lois Aubry. Donc il y a tout un mouvement, effectivement, d'adaptation du Code du travail, avec parfois des revendications des organisations syndicales, dont l'UNSA, pour faire en sorte que ce Code du travail évolue, pour mieux protéger les salariés. Mais par rapport à la question que tu me poses, évidemment pour nous, la question de bouger le Code du travail ne se conçoit qu'en relation avec sa capacité à mieux défendre les salariés dans le monde changeant dans lequel nous vivons. Et c'est de ce point de vue-là que nous voulons avoir, nous, non pas des slogans sur faire bouger le Code du travail, mais des engagements. Je cite un exemple, par exemple, de ce que nous voudrions voir, nous, mieux pris en compte dans le Code du travail. La question, par exemple, de la place des branches professionnelles, qui nous paraît aujourd'hui un élément extrêmement important notamment parce qu'elles ont un rôle de fait de régulation économique de la branche. C'est un rôle de fait, mais ce n'est pas un rôle totalement reconnu. Voilà quelques exemples qui pourraient permettre effectivement de mieux défendre les salariés dans un contexte changeant. Autre exemple, au moment où la financiarisation en particulier fait des ravages, nous sommes favorables au fait qu'on donne plus de pouvoir aux comités d'entreprise, aux élus du personnel, mais aussi plus de pouvoir dans les conseils d'administration, là où se décide une série de choses avec une représentation des salariés. Alors il y a pratiquement un an de ça, la ministre El Khomri, au Conseil économique et social, déclarait qu'il ne fallait pas se battre contre l'ubérisation du travail. Quelle est la position de l'UNSA par rapport à cette nouvelle forme de travail qui est l'auto-entrepreneuriat, l'indépendance à tout craint? Est-ce que pour vous, ce n'est pas un mirage? Est-ce qu'il ne faudrait pas cadrer un peu plus cette forme-là de travail? Malheureusement, ce n'est pas un mirage parce que c'est un fait. On peut lutter contre la numérisation, on peut lutter contre tout ce qu'on voudra, sauf qu'elle s'est installée aujourd'hui et toute la question, c'est de savoir non pas comment on dit non, ça n'a aucun sens, mais comment est-ce qu'on l'encadre et comment est-ce qu'on donne des garanties aux personnes. Et d'ailleurs, c'est un sujet syndical. L'UNSA a créé par exemple un syndicat des chauffeurs de taxi Uber. Nous sommes une des organisations syndicales qui, dès le début, étions présentes là dans ce domaine-là. Donc tout le problème, c'est essayer de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas le statut de salarié au sens juridique du terme, mais qui sont quand même placées d'un point de vue économique souvent dans une situation de subordination vis-à-vis des plateformes, comment est-ce qu'on leur permet d'avoir des droits? C'est ça la question fondamentale. Et c'est d'ailleurs leur première demande, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir déjà le droit à des revenus décents
Et donc il faut équilibrer la relation commerciale qu'il y a entre la plateforme et les travailleurs indépendants, dans le cas qu'on cite ici. Et puis il faut aussi qu'on règle cette question d'un accès aux droits, parce que quel que soit son statut, qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, souvent on est d'ailleurs soi-même un ancien salarié, et on sait qu'à l'avenir on aura sans doute des allées et venues entre tous ces statuts d'indépendants, de salariés beaucoup plus fréquents dans la suite. Comment est-ce qu'on stabilise des droits dans une situation changeante? Alors, il y a des réponses qui existent, qu'on est en train d'essayer de construire. Il y a la réponse, par exemple, du compte personnel d'activité qui a pour but justement d'accompagner les personnes pendant tout leur parcours professionnel. Et puis, il y a aussi le fait qu'on doit obtenir des plateformes, le fait qu'elles soient soumises à des obligations réglementées, et qu'elles ne soient pas simplement soumises au principe du libre marché et surtout du maximum de profit sur le dos de celles et ceux avec lesquels elles travaillent. Alors, dernière petite question concernant l'UNSA maintenant, puisque le secrétaire général de l'UNSA, très bon résultat aux élections TPE, le syndicat qui monte, je crois que maintenant on ne peut plus dire la petite organisation qui monte, mais on peut dire l'organisation qui prend sa place et qui devient adulte. Oui, c'est ce qu'on a vu aux élections TPE. Ça a surpris beaucoup de gens d'ailleurs, surtout ceux qui ne sont pas très attentifs sur l'évolution du paysage syndical. Modestement, l'UNSA poursuit son parcours. Ce parcours, il se fait d'abord sur la base d'une implantation syndicale qui est lente, qui est difficile à construire parfois, parce qu'implanter une organisation syndicale, c'est vrai pour l'UNSA, mais pour toute organisation dans une entreprise, c'est pas toujours simple. Mais effectivement, à l'occasion des élections TPE, on a vu que l'UNSA progresse. Je pense très modestement parce que, essentiellement, il y a du travail syndical qui est fait, qui est reconnu, et il y a une offre syndicale qui, dans la période, est une offre syndicale qui intéresse, qui est principalement celle d'une offre syndicale axée sur l'autonomie, c'est-à-dire sur le respect des capacités d'initiative de celles et de ceux qui souhaitent entrer en syndicalisme. À l'UNSA, c'est le syndicat de base qui décide sur les questions qui le concernent. Visiblement, c'est une attente d'un certain nombre de salariés. En tout cas, c'est pour ça qu'ils se tournent vers l'UNSA. Mais nous le verrons avec sans doute la fin du mois, puisque les résultats de la représentativité nationale interprofessionnelle dans le secteur privé seront donnés. La totalité des résultats accumulés sur un cycle de 4 ans. L'UNSA est une petite organisation. On va attendre de voir les résultats, bien sûr. Mais je peux d'ores et déjà annoncer que la progression de l'UNSA se verra de façon assez spectaculaire, sans doute. Peut-être pas au point de doubler seulement en 4 ans, il faut quand même rester calme. Mais en tout cas, la progression continue et c'est ce que nous voulons faire. Installer dans le paysage syndical un syndicalisme qui soit utile, modeste peut-être, humble sans doute, mais efficace pour les salariés. Alors, j'imagine que ça crée des bouleversements dans la structure administrative qui gère tout ça. Est-ce qu'à Bagnolet, vous poussez les murs ? Les murs, comme nous les sommes payés, que nous remboursons encore les emprunts pour les payer, nous ne les poussons pas. Simplement, effectivement, il faut des adaptations. Nous avons besoin de mieux nous structurer, d'avoir des fédérations syndicales plus efficaces pour répondre aux problèmes de représentativité. Je pense que nous allons décrocher de nouvelles représentativités de branches, par exemple. Donc, il faut être à la hauteur de la confiance qui nous est accordée par les salariés. Donc, effectivement, l'heure est au travail encore dans l'UNSA, à la meilleure structuration dans un but d'efficacité syndicale. L'heure est aussi à la discussion sur ce que nous allons faire pour utiliser ces nouveaux acquis de représentativité. Notre option, nous, c'est de renforcer la formation de nos militantes et de nos militants, d'ouvrir davantage encore l'UNSA pour accueillir des salariés qui, très majoritairement, près de 90% d'entre eux, sont hors de tout syndicalisme. Et c'est notre cible principale. Ça suppose qu'on soit une UNSA plus accueillante encore, qui offre des outils d'initiative aussi à l'intérieur du syndicalisme. Oui, c'est-à-dire que le portrait du syndicaliste UNSA, ce n'est pas quelqu'un qui est transfuge d'une autre organisation. Il découvre le syndicalisme avec l'UNSA. La cible principale de l'UNSA, ce n'est pas les militants des autres organisations. Il y a des militants qui quittent des organisations pour rejoindre l'UNSA, mais vous savez, il y a toujours ça un peu dans le monde syndical, des gens qui changent d'étiquette. Il y en a un certain nombre. Quand ils nous rejoignent, c'est essentiellement sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire sur le fait qu'ils considèrent que des organisations syndicales sont parfois trop centralisées, trop lourdement hiérarchisées, et qu'ils souhaitent que celles et ceux qui sont dans l'entreprise, qui mènent l'action syndicale, puissent décider
la conduite de cette action syndicale dans l'entreprise. Mais le but principal pour nous, c'est pas ça. Le but principal, ça devrait être celui de tout le syndicalisme. C'est les 90% de salariés qui sont hors du syndicalisme. Donc il ne s'agit pas de piquer les billes des petits camarades. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans le monde syndical. J'ai des options différentes par rapport à d'autres organisations. Mais ce qui devrait nous réunir tous, c'est comment est-ce qu'on fait pour inverser cette situation où le syndicalisme français est riche de ses divisions, certes, mais pauvre en adhésion. Et ça, c'est un défi terrible qui est lancé à tout le syndicalisme. Écoutez, en attendant, il semble que vous le relevez bien, ce défi. Merci Luc de nous avoir rejoints encore une fois ce semestre, puisque à une ou deux exceptions près, vous avez été là chaque fois. Merci pour cette fidélité, puis on se dit au semestre prochain. Merci et à bientôt.